L'opinion du Chris, épisode 2. Étant donné que le premier a satisfait mes conditions, donc je cherche pas un nombre de vues, c'était pas ouf à ce niveau-là, mais je cherche plutôt à créer un genre de plateforme ou de communauté où on peut échanger dans le respect sur tous les sujets possibles, qu'ils soient tabous, compliqués, etc., etc. On se rend compte quand même sur la plupart des plateformes classiques que quand on a des sujets, même les sujets classiques au final, dès qu'on a quelqu'un qui est d'une opinion différente, on se sent vite insulté et on respecte pas spécialement l'avis des autres. Donc ici, on crée vraiment un peu cette communauté où on peut échanger de manière ouverte, exprimer son opinion sans se faire insulter, justement pour un peu évoluer et ne pas avoir peur justement de changer d'opinion dès qu'on reçoit des informations supplémentaires. Bref. 3 sujets pour ce deuxième épisode de l'opinion du Chris. Le premier, ce sera Rotang contre Mighty Mouse avec des règles très très particulières qui aura lieu le 5 décembre au One Championship. Le deuxième sujet, c'est apparemment Edwards refuse un combat contre Jorge Masvidal, alors que d'après les rumeurs hier, c'était en négociation avancée. On va voir ce qu'il en est, mais en tout cas, ça permet de déjà donner une première opinion. Et le dernier sujet, c'est Darren Till, parce qu'à la fin de l'épisode précédent, j'avais dit que j'aurais pu en parler, mais que c'était passé. J'ai reçu plusieurs messages qui disaient que non, ça valait la peine d'en discuter, donc je prends ça comme troisième sujet. Ok, on est parti. Rotang contre Mighty Mouse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Rotang, énorme combattant de Muay Thai, énormissime même. Il est signé au One FC. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il fait non seulement des combats de Muay Thai classiques, en tout cas à l'époque. Maintenant qu'il est au One, il fait plutôt des combats de Muay Thai avec les petits gants de MMA. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous regardent le One FC, mais en tout cas c'est très agréable à voir. Ça change un peu la dynamique. Il y a plus d'ouverture évidemment, donc c'est très chouette à voir. Rotang, il a fait plusieurs beaux combats, notamment contre l'anglais Haggerty, si je ne me trompe pas. Bref. Une annonce qui sort de nulle part, hier, il combat contre Mighty Mouse. Alors, est-ce que c'est en Muay Thai? Est-ce que c'est en MMA? Eh ben, c'est un peu des deux. Et je pensais que c'était la première fois que ça allait arriver. On m'a dit sur Instagram que c'était déjà arrivé à l'époque du Pride. Quoi qu'il en soit, dans les années récentes, on va dire, c'est la première fois qu'on va voir ça, pour les fans nouveaux en tout cas. Donc, premier round, Muay Thai. Deuxième round, MMA. Troisième round, Muay Thai. Quatrième round, MMA. Ce sont des rounds de 3 minutes, 4 rounds de 3 minutes. Je suis un grand fan d'innovation dans la mesure du respectable. Et ici, c'est un peu difficile à dire. Donc, comme d'habitude, j'oublie toujours de le dire en début de vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Mais surtout, donne ton avis avant de regarder ma vidéo, histoire que justement, on peut échanger sur ton avis non influencé par le mien, au cas où tu te fais influencer par mon avis. Bref, je reviens donc un peu à mes moutons. Moi, j'aime beaucoup l'innovation dans la mesure du respectable. Par exemple, bare knuckle, pas fan du tout. Le MMA 2 contre 2, 5 contre 5, pas fan du tout. Mais il y a des choses que j'apprécie dans l'innovation. Ici, honnêtement, j'ai du mal à me positionner. Je pense que l'idée sur papier est pas trop mauvaise. En tout cas, c'est clairement original et innovant. C'est pas complètement débile. Mais j'ai peur que ce soit un vrai flop, et c'est surtout que ni l'un ni l'autre n'a grand chose à gagner. Là on est vraiment dans une ère où on essaye de faire du crossover, on essaye d'avoir des champions d'une promotion contre des champions d'une autre promotion. Là j'adore vraiment parce que ça permet de comparer deux promotions. Imaginons si on avait une fois un événement en collaboration entre le KSW et le Brave, ou entre le KSW et le Cage Warriors, ça nous permettrait de comparer directement les divisions. Mais champion contre champion, ça ferait le buzz. Bon, c'est compliqué à mettre en place évidemment pour ces promotions, mais il y a moyen de le faire. Et ça, ce serait vraiment une chouette innovation, je trouve. Et puis on a des innovations crossover, style des combattants de MMA qui vont aller faire leur fin de carrière en boxe anglaise. On en a parlé dans le dernier épisode. Il y a, par exemple, pour Anderson Silva, ça fonctionne bien, c'est plutôt positif. Puis des gars comme Tito Ortiz, c'est un peu moins positif, un peu plus ridicule. Bref. Le sujet n'est pas là. Ici, on est vraiment sur une innovation qui... on verra ce que ça va donner. Moi, je suis très très sceptique dans le sens où ce sera plutôt une guerre d'ego. Dans le sens... Ce que je veux dire, c'est... Si l'un comme l'autre range son ego de côté et cherche absolument la victoire, ou en tout cas l'égalité, parce que c'est ça qui est bizarre, c'est il y a 4 rounds,
de prime abord, on se dirait le premier et le troisième, ça ira pour Rodtang. Le deuxième, le quatrième, ça irait pour Mighty Mouse si ça va à la décision, ce qui est peu probable. La seule façon dont je vois le combat aller à la décision, selon moi, c'est Mighty Mouse en mode survie, qui dit en mode survie, en mode je cours pendant le premier et le troisième round, et les rôles inversés pendant le deuxième et le quatrième round, avec un Rodtang qui évite absolument le combat pendant le deuxième et le quatrième round. Si on a un Mighty Mouse qui rentre dans le combat pour se prouver quelque chose, qui fait une petite guerre d'ego, il a vraiment peu de chance debout, je pense que c'est assez clair. Il a quasi aucune chance en Muay Thai contre Rodtang. Il est très bon debout pour un combattant de MMA, il a un bon pied-point, mais encore une fois, on ne peut pas le mettre face au numéro 1 de Muay Thai en cage et espérer qu'il gagne par KO. S'il le fait, il a beaucoup à gagner, clairement, mais la probabilité est tellement faible. La probabilité que Mighty Mouse gagne par KO dans le premier ou dans le troisième est plus élevée que la probabilité que Rodtang gagne par soumission dans le deuxième ou dans le quatrième. Mais elle est comparable à Rodtang qui gagnerait dans le deuxième ou le quatrième par KO dans les rounds de MMA. Donc en fait c'est un combat qui est assez bizarre sur papier parce que soit on va avoir 4 rounds où un des deux athlètes va éviter le combat, ce qui va être nul, ce qui va ressembler à Mohamed Ali contre Antonio Inoue en 1976, si ma mémoire est bonne. J'aurais dû aller vérifier ça. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un combat, c'est ça, dans les années 70, on va dire, entre Mohamed Ali, on connaît tous, et Antonio Inoue, qui était, si je ne me trompe pas, un excellent, en fait, un élite lutteur venu du Japon. Ils ont fait un combat d'exhibition, pas d'exhibition en fait, c'est un vrai combat, mais il y a eu des négociations qui allaient dans tous les sens. À la base, ils voulaient truquer le combat, ils voulaient chorégrapher le combat, ça s'est terminé en vrai combat. À la base, c'était un peu des règles qui devaient ressembler à du MMA, mais apparemment, juste avant le combat, Mohamed Ali a vu Inoue s'entraîner dans ce qu'il faisait. Donc il faisait des takedowns, il faisait du grappling, et du coup il a voulu changer les règles, et dans les règles notamment, Inoue ne pouvait pas amener Mohamed Ali au sol. Le combat, c'était 15 rounds ultra chiant à regarder, où Inoue se mettait sur son dos, il pouvait envoyer des kicks tant qu'il était sur son dos ou qu'il avait un genou au sol, donc il a envoyé que des low kicks à Mohamed Ali. Mohamed Ali n'est jamais allé au sol, ou presque. Et Inoue n'a jamais passé de temps debout pour échanger en anglaise, donc c'était vraiment relou, et ça s'est fini sur une bête égalité. Donc là j'ai un peu peur que ça se produise de la même manière. Si les deux ont un ego surdimensionné, ça peut... Mais en fait, si les deux ont un ego surdimensionné, j'aurais tendance à dire que Mighty Mouse va gagner par soumission dans le deuxième round. Je vois pas Rodtang défendre les amener au sol, défendre les tentatives de soumission ou le ground and pound de Mighty Mouse. Je vois par contre Mighty Mouse, même s'il essaye, enfin s'il accepte les échanges dans le premier round, je le vois survivre, potentiellement. C'est peut-être du 50-50 là, parce que Rodtang n'est pas connu pour être un gars qui finit dans le premier round. C'est très très rare qu'il ait des finishes dans le premier round, donc ça peut laisser peut-être une porte ouverte à Mighty Mouse de survivre sans courir dans le premier. Et une fois qu'il est sorti du premier, je pense que 3 minutes c'est court, mais le niveau de Mighty Mouse en MMA de manière générale, si Rodtang ne court pas et qu'il se fait amener au sol dans les 45 premières secondes, ce sera fini dans le deuxième round. Voilà. Mets ton pronostic en commentaire et on passe au deuxième sujet. Deuxième sujet, Leon Edwards, apparemment les négociations étaient avancées avec Jorge Masvidal, et il vient de tweeter ce matin, enfin moi je l'ai lu ce matin, comme quoi il voulait pas le combat, son prochain combat ça doit être pour un titre, etc. etc. Alors je suis retourné voir son palmarès. Honnêtement, d'un point de vue sportif, il mérite un title shot. Je sais, j'ai pas pour souvenir beaucoup d'athlètes qui étaient sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 victoires d'affilée, et son avant-dernier combat c'était le no contest contre Belal Mohamed. Potentiellement 10 victoires d'affilée, on va dire, mais bon, il est sur 9 victoires d'affilée. C'est très très rare d'avoir un athlète qui est sur 9 victoires de suite à l'UFC qui n'obtient pas de title shot, surtout que Leon Edwards, c'est pas qu'il est arrivé à l'UFC à enchaîner 9 victoires, il était déjà à l'UFC dans le ranking assez élevé. Mais le problème, c'est qu'il faut vivre avec la réalité du MMA actuel. Alors certains vont critiquer ça,
Mais peu importe ce qu'on dit, on peut critiquer autant qu'on veut, c'est la réalité. Aujourd'hui, le marketing a trop d'importance. Ça fait déjà depuis 6-7 ans que le marketing a beaucoup d'importance dans tous les sports, mais principalement en MMA. Aujourd'hui, c'est plus vrai que jamais. Il faut savoir où on en est, il faut connaître sa valeur marchande. L'UFC a tendu la main à Leon Edwards en termes de marketing en lui donnant le combat contre Nate Diaz. C'est pas sa faute, on va dire, hein. Il a pas su en profiter parce que malheureusement, Nate Diaz a vraiment une cote marketing qui est telle que, après le combat, juste parce qu'il a sonné Edwards à la toute fin, plus personne n'a parlé d'Edwards et tout le monde a parlé de Nate Diaz. Donc il a eu son opportunité pour gagner en visibilité, malheureusement il n'a pas su l'obtenir, malheureusement pour lui. Mais il gagne le combat, ce qui fait qu'il est de nouveau il est tout le temps sur cette belle série de victoires, qui, d'un point de vue sportif, devrait mériter un title shot, même si on peut dire Gunnar Nelson à la split, Rafael Dos Anjos, Aipo contre Belal Mohamed, victoire contre Nate Diaz. C'est pas non plus la folie furieuse les 4 derniers combats. Bon, après, dans ces victoires, on voit quand même Tumenov, Luke, Cerrone. Et sa dernière défaite, c'est contre Ousmane, c'est aussi un argument. Donc voilà, d'un point de vue sportif, il y a clairement un argument pour lui donner un title shot, mais d'un point de vue marketing, absolument pas. Et Masvidal, il y a une histoire derrière. Ça va donner de la visibilité. S'il prend le combat et qu'il gagne, là c'est indéniable, il doit obtenir le title shot. Et en plus, c'est le bon moment pour affronter Masvidal, parce que je suis allé voir son palmarès, c'est vrai qu'on oublie très vite. Et d'ailleurs, c'est une bonne introduction pour le sujet d'Darren Till après. Masvidal a fait le buzz après sa double victoire contre Darren Till, suivie de sa belle victoire contre Ben Askren. Masvidal, pour moi, a toujours été ultra talentueux, mais n'a jamais atteint son vrai potentiel. Il est trop flemmard, il a pas le bon work ethic pour vraiment exploiter ses capacités en MMA. On voit qu'il a des trucs innés, que vraiment il a ça en lui, mais je pense pas que ce soit le meilleur bosseur du monde qui lui permettrait d'atteindre le vrai niveau qu'il pourrait avoir. Un peu comme Lando Vannata, j'aime bien faire cette comparaison, ou Bobby Green. C'est vraiment 2 comparaisons que j'aime bien faire. Masvidal est quand même plus haut que eux deux dans leur carrière, mais il a vraiment ce truc où on voit que naturellement, en grappling, il est dingue. Son combat contre Demian Maia, c'était ouf. Un combat que j'ai vraiment adoré de lui, c'est contre Ben Anderson. Il montre qu'il a un panel technique et un panel même logique des sports de combat qui fait qu'il pourrait être un des meilleurs au monde, mais il n'arrive pas à l'atteindre. Et on le voit quand il rencontre des gros noms comme Ousmane. Donc il est sur 2 défaites d'affilée, c'est Ousmane. Avant ça, il était sur 3 victoires d'affilée, mais les 3 victoires, c'est Darren Till, on va en parler juste après. Ben Askren sur un coup de genou sauté. Aussi magnifique que ça puisse paraître, c'est un coup de genou sauté après 5 secondes. Et Nate Diaz. C'est pas la plus grosse série de victoires qu'on ait connue pour obtenir un title shot. Avant ça, défaite contre Stephen Thompson et défaite contre Demian Maia. Voilà. Encore une fois, le buzz, ça peut servir dans certains cas pour obtenir des title shots, etc. Mais si les compétences ne font pas le backup derrière, on se retrouve dans une situation compliquée. Donc Masvidal, c'est dans son intérêt de prendre le combat contre Edwards pour garder un peu ce côté je fais partie du top. Et Edwards, c'est totalement dans son intérêt de prendre le combat pour obtenir légitimement ce title shot, même s'il n'a pas une valeur marketing. Et en plus, c'est le bon moment parce que Masvidal est sur 2 défaites de suite. Donc d'un point de vue confiance, ça fonctionne bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Dernier sujet, Darren Till. Alors ça va être un peu long, je pense. Donc ce que j'avais dit, j'ai fait une grosse analyse sur Twitter, j'ai un peu la résumé, j'ai le palmarès depuis que Darren Till est arrivé à l'UFC devant moi. Il arrive à l'UFC, il gagne contre Wendell De Oliveira, il arrive à 12-0, il gagne de manière super impressionnante contre un inconnu. Deuxième combat à l'UFC, contre Nicolas Dalby. J'ai adoré ce combat, j'étais sur place, c'était le Fight of the Night, c'était vraiment génial à voir. Il gagne les 2 premiers rounds de manière contrôlée, mais il domine vraiment les 2 premiers rounds, c'est des 19, indiscutables, ça peut pas être des 18, mais vraiment, il montre une belle capacité. Par contre, il se fait surprendre dans le 3e round et il prend 10-8, on est donc sur une égalité. On voit donc un Till qui a un énorme potentiel, mais qui a quand même des limitations. C'est encore tôt dans sa carrière. À ce moment-là, c'était il y a quoi ? C'était en 2015, donc c'est il y a 6 ans, il avait 22 ans. Là, il a 28, si je ne me trompe pas.
Ensuite, il gagne contre Jessin Ayari à la décision et contre Velikovic à la décision. Pour ceux qui se souviennent de ces noms, Ayari, je pense qu'il est encore à l'UFC, Velikovic, il n'y est plus, ils sont ok, c'était des fighters qui méritaient leur place à l'UFC, mais ils n'ont jamais été proches du top 15. Donc, briller à la décision contre eux, c'est bien, c'est pas ouf non plus. Ensuite, j'avoue que je me souviens plus des circonstances qui ont fait qu'il a affronté qu'il a affronté Donald Cerrone, mais en tout cas, il a fait le buzz à ce moment-là, puisqu'il est arrivé dans la cage, je me souviens, de manière très confiante. Il s'est assis dans la cage pendant le walkout de Donald Cerrone, et il gagne en moins d'une minute. Hein. Non, en 4 minutes 20, il gagne. Mais il explose Donald Cerrone. Ça fait le buzz. Et encore, on va vraiment beaucoup parler de buzz ici. Ça fait le buzz. Moi, je mets une astérisque à côté de ça. Cerrone est connu pour détester combattre contre des gauchers qui commencent fort. Darren Till est gaucher et il a commencé fort le combat. Donald Cerrone contre Rafael dos Anjos, contre Ben Henderson la première fois, contre Conor McGregor. J'ai pas d'autres exemples, mais il doit y en avoir d'autres, mais ça fait déjà 3 gauchers qui commencent fort. Anthony Pettis, gaucher qui a commencé fort contre Donald Cerrone. Il se fait chaque fois rétamer dans le premier round dans ce cas de figure. Donc ici, c'est pas pour décrédibiliser, c'était une très belle victoire de Darren Till, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça l'a propulsé vers un title eliminator, mais grâce au buzz, pas grâce à uniquement ses dernières performances. Bref, la réalité c'est que il obtient son title eliminator contre Stephen Thompson. On se rappelle tous de ce combat. Volume de jeu très très bas. Potentiellement agréable à regarder d'un point de vue stratégique parce qu'il y avait beaucoup de jeux de feinte, de pression, etc. etc. N'oublions pas qu'il rate complètement la pesée aussi. Et il gagne dans une décision très serrée par manque d'activité dans ce combat. Je ne vais pas comparer ça à Lewis Ngannou, mais c'est pas une victoire de domination, c'est une victoire de contrôle dans un combat à faible volume où les deux athlètes se sont beaucoup regardés, avaient peut-être trop de respect l'un pour l'autre et n'arrivaient pas à trouver leur range. Soit, malgré qu'il ait raté la pesée, malgré que le combat n'était pas extraordinaire, il obtient son title shot contre Tyron Woodley. Et là, on voit clairement ses limitations. Il n'avait pas grand-chose à faire dans la cage avec Tyron Woodley. Il se fait soumettre dans le deuxième round. Malgré tout, voilà, il vient de perdre son title shot. Il reste très haut dans le classement. Il rencontre Jorge Masvidal, dont on vient de parler. Un beau nom dans le MMA. Pas spécialement en top 5 à ce moment-là. Il est rentré dans le top 5 par la suite. Au moment où ils sont affrontés, en tout cas, je pense que Jorge Masvidal n'était pas dans le top 5. Darren Till, bon, il y a d'abord Jorge Masvidal qui court, qui fait son oblique kick à l'entrejambe de Darren Till, ça c'est la première chose. Après ça, Darren Till met un knockdown sur Jorge Masvidal, très impressionnant, on va souligner, très impressionnant, mais il prend ce gros KO dans le deuxième round. Comment est-ce qu'on retient le combat ? Énorme KO pour Masvidal, mais Darren Till a presque gagné. Donc il garde un peu cette hype, malgré qu'il est sur 2 défaites d'affilée, et que la victoire avant ça n'était pas impressionnante. Celle juste avant était impressionnante, mais c'était Donald Cerrone qui, justement, ont commencé à voir dégringoler. Bref. Trop compliqué pour lui de descendre en welterweight, il s'en rend compte, il monte en middleweight. Bon choix, je pense, par rapport à son frame et sa difficulté de faire le poids. Il se fait accueillir par Gastelum. Gastelum, c'est un ancien welterweight, donc c'est un excellent test pour lui, et il le passe moyennement, on va dire. Split decision, combat serré. Mais puisqu'il gagne, il est de nouveau sur une vague de hype, on peut le mettre dans un title eliminator, contre Robert Whittaker. Il fait un beau combat contre Hyper, donc de nouveau on voit ses limitations, mais il fait un beau combat. Il gagne 2 rounds sur 5. Et donc c'est là où il en est. Il tombe sur Derek Brunson, et là il se fait soumettre. Et là tout le monde... On voit beaucoup de gens critiquer en disant « il n'a pas le niveau, etc. etc. » Je pense qu'il a surfé sur une vague de hype quand il était très jeune dans sa carrière et très jeune sportivement tout court. Et ses compétences
n'ont pas pu supporter cette hype. Ce qui fait que il est sur 4 défaites sur 5 combats. C'est la réalité. Et sa victoire sur les 5 derniers combats, c'est une split contre un autre ancien welterweight. Il a gagné contre 3 gros noms, une split contre Gastelum, un combat peu convaincant contre Wonderboy, et un combat qu'aujourd'hui on se rend compte il devait gagner de toute façon contre Donald Cerrone. Moi, ce que j'aimerais, c'est que l'UFC le remette un peu à sa place en termes de ranking. Il a une valeur marchande, et ça revient un peu à la discussion avec Edwards. Ça peut jouer contre toi si tu as une faible valeur marchande, mais que tu mérites un title shot, comme Edwards. Mais à l'inverse, ça peut jouer aussi contre toi si tu as une bonne valeur marchande, mais que tu n'as pas le niveau. Chael Sonnen, très bon exemple, lui il cherchait à avoir cette valeur marchande pour obtenir des title shots qu'il ne méritait pas, on pense notamment à celui contre John Jones, mais ça lui a permis de faire une vraie carrière, en tout cas financièrement et en termes de visibilité, et son après-carrière est juste magnifique. Bref, Till est encore jeune, Till montre qu'il a du potentiel, en tout cas debout, sa main gauche est juste extraordinaire, mais il a besoin d'être construit, il a besoin d'être reconstruit, et moi à la place de l'UFC j'aimerais vraiment le voir très 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 bas dans le ranking des middleweight et le voir prendre quelqu'un comme Kevin Holland par exemple dans son prochain combat pour qu'il puisse de nouveau s'exprimer, se reconstruire peu à peu et se concentrer sur son développement et pas se concentrer sur se préparer par rapport à un athlète qui est vraisemblablement meilleur que lui. Donc tout ça pour dire, je ne décrédibilise absolument pas cette magnifique victoire de Derek Brunson, mais il faut vraiment remettre Till à sa place. C'est pas un manque de respect, mais pour l'instant, il a clairement pas le niveau dans top 10, que ce soit en welterweight ou que ce soit en middleweight. Il faut qu'il se reconstruise. Il est encore jeune. Changer de camp, je pense que c'est... Encore une fois, je veux pas manquer de respect, mais je trouve que son coin a déjà fait plusieurs erreurs. Contre Brunson, les instructions étaient vraiment pas ouf, et j'ai un petit souvenir contre Tyron Woodley que... Il lui dit de foncer sur Tyron Woodley entre le premier et le deuxième round, et c'est absolument pas la chose à faire contre Woodley qui est dans l'attente constante. Bref, changement de camp potentiellement obligatoire pour Darren Till, ou en tout cas faire des périodes de séminaire dans certains camps en dehors de l'Angleterre pour travailler sur ses défauts et revenir plus fort, et surtout un management qui demande à l'UFC de le reconstruire peu à peu, de lui mettre des combats vraiment favorables, pas favorables par rapport à sa hype, favorables par rapport à ses compétences. 2-3 combats pour le reconstruire, le faire revenir après 3 victoires dans le top 8. Je pense que ça va être difficile de le faire monter trop doucement, parce qu'encore une fois, quand tu as un nom, tu le gardes pendant très longtemps. Mais voilà, je pense qu'il en est là dans sa carrière. On l'a vu, on a voulu le faire monter trop vite. Il a encore des choses à montrer, mais il faut bien sélectionner les combats maintenant et arrêter d'essayer de systématiquement le mettre dans un combat qui pourrait le faire affronter Israël Adesanya juste après. Je pense que voilà, il faut être patient quand tu as l'âge de Darren Till, et tu dois être patient comme ton partenaire d'entraînement Tom Aspinall. Merci à tous, c'était le deuxième épisode de l'opinion de Chris. Si c'est pas encore fait, on s'abonne, on commente, on like, on partage, et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.